On est bon là? Ouais. Ok. Allez. On va mettre... on va connecter Pauline. Bien. Hop. Elle va arriver là? Connexion. On est bientôt prêt, hein? Bonjour. Bien, bonjour Pauline. Bonjour. Bon, eh ben on démarre ce petit exercice. Ça marche. Bien. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Bérard. Bonjour, moi c'est Pauline. Je suis professeure d'automatique et directrice des formations ingénieurs de l'ISAE Supaéro. Et moi je suis étudiante en première année, bientôt deuxième, et j'ai intégré l'école l'an dernier via le concours commun Minpon en filière MP. Voilà, donc dans quelques jours, là, vous allez avoir vos résultats. Vous allez sûrement vous poser la question de comment je classe les écoles en fonction de mes résultats. Et donc, on a souhaité organiser ce petit échange, ce petit live, pour répondre à vos questions et doutes voilà, que vous posez encore. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de répondre de manière la plus honnête possible et en toute transparence. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Alors, vous nous en avez envoyé déjà quelques-unes et ce qu'on vous propose avec Pauline, c'est de venir en traiter 2 ou 3, le temps que vous chauffiez un petit peu et que vous veniez en mettre en direct. D'accord? Alors, bien évidemment, la première question qui nous a été posée et que vous posez tous, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe et comment ça va se passer compte tenu de la crise actuelle et en particulier des répercussions de cette crise sur le secteur aérien. Alors, je reprends un petit peu les questions que vous nous avez posées autour de ce sujet. Est-ce que l'école s'adaptera à la crise du secteur aérien? Est-ce que, compte tenu du contexte, les mesures prises dans ce secteur ne constituent pas un risque finalement pour venir à Supaéro? Ou est-ce que finalement vous envisagez de revoir vos formations parce que crise du secteur aérien? Bon, voilà, ce sont un petit peu toutes les questions qui tournaient autour du sujet. Alors, pour répondre à ça, j'ai envie d'y répondre en 3 temps. Donc, il y a un premier temps. Alors, c'est un peu une tarte à la crème, mais en fait, on est une école généraliste. Alors, je sais bien que toutes les écoles se présentent comme des écoles généralistes, que nous-mêmes, on a un peu de mal à être perçus comme ça parce qu'on dit, ah ben non, vous ne pouvez pas être généraliste alors que vous êtes sur le domaine aéronautique et espace. Et souvent, on a tendance à faire la confusion entre un domaine d'application et le fait que, d'un point de vue disciplinaire, on soit une formation généraliste. Alors, pour étayer finalement cette affirmation qui est de dire que nous sommes une école généraliste, je vais prendre 2 éléments. D'abord, à l'entrée, on a à peu près 50% de nos recrutés qui nous ont choisis par passion pour ce secteur, mais il y a 50% de nos recrutés. Voilà, c'est ce que j'appelle le top 1 moyen. Il n'est pas spécialement passionné par l'aéronautique et le spatial. Il a envie voilà, d'avoir une bonne école. Des fois, il y a la région qui joue. Des fois, c'est le copain, la copine qui va dans cette école. Enfin bref, il y a plein d'éléments. Et à la sortie, on est, et de toujours, on est à peu près à 50% de nos diplômés qui travaillent dans le secteur aérospace, mais aussi 50% qui travaillent dans d'autres secteurs. D'accord? Donc, on a toujours eu une répartition de nos diplômés dans d'autres secteurs que le secteur aérospace. Après, sur la question de la crise, il y a 2 sujets. Donc, le premier, c'est que, voilà, on est tous convaincus que de toute façon, le secteur aérien va se relever de cette crise-là. D'accord? Ça, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, on a trop pris l'habitude de se déplacer vite, d'échanger. Ça a quand même permis de faire des progrès au niveau culturel, au niveau échange qui sont importants. Donc, on va se relever de cette crise-là. Donc, ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, toutes les projections montrent que d'ici 2023-2024, on aura retrouvé à peu près le niveau de croissance dans ce secteur, celui qu'il était en 2019. Et donc, ça veut dire que vous qui êtes prêts à rentrer dans nos écoles aujourd'hui, quand vous serez diplômé de notre école ou d'une autre école, cette crise-là, si tout se passe bien, et on l'espère, elle sera derrière nous.
Et puis, un dernier élément, c'est que finalement, le secteur aérien, il a traversé il a relevé plusieurs défis. Le premier défi, c'était un défi technique, comment faire voler des engins comme ça. Okay. Donc ça a été le premier défi. Après, il s'est agi de relever le défi de la sécurité, parce qu'il ne s'agissait pas de faire voler des engins et puis, une fois sur deux, qui s'écrasent sur le sol. Bon. Donc, il y a eu tout un travail de fait pour rendre sécures finalement ces engins. Et puis, un troisième défi qui a été de le démocratiser, de permettre au plus grand nombre d'accéder à ce type de déplacement. Alors, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui prennent l'avion, mais il n'en demeure pas moins que cette volonté de démocratiser était quand même pertinente. Et donc, il y a un quatrième défi qui nous attend aujourd'hui, qui est de décarboner l'aviation. Et ça, c'est un défi pour des ingénieurs qui est juste exceptionnel et formidable. D'accord ? Et les ingénieurs qui vont rentrer aujourd'hui dans notre école, ils vont relever ce défi-là. D'accord ? Donc, si vous êtes intéressé par la science, par la technique, en fait, c'est génial. C'est génial parce qu'effectivement, ce défi dont tout le monde savait qu'il fallait le relever, il va être accéléré et les plans de relance qui ont été annoncés par le gouvernement vont dans ce sens. Les bureaux d'études vont devoir nécessairement s'emparer de ce sujet-là pour produire dans les années qui viennent et assez vite des avions différents qui effectivement sont décarbonés. Donc vous voyez, la crise, on peut aussi la voir peut-être comme une opportunité. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à vouloir être optimiste. Donc oui, Supaéro est sur l'aéronautique et le spatial. Oui, on va y rester et on est convaincu qu'on va faire de belles choses ensemble si vous nous rejoignez. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la première question. Je ne sais pas si Pauline, tu veux rajouter quelque chose ou complet, je pense. À l'autre question. Je te laisse. Je vais passer à la suite du coup. Ouais. Donc on nous a demandé, pour commencer, de donner une semaine type à Supaéro. Donc déjà, il faut savoir qu'à Supaéro, on a des horaires de cours qui varient chaque semaine avec des amphithéâtres, des TD en petite classe, des cours de sport, de langue, etc. Dans la semaine, en moyenne, on commence à 8 heures. On a entre 1 et 2 heures de pause le midi. Mais il faut savoir que nos horaires de fin de journée sont très variables selon nos options. Ça peut aussi bien être 15 heures que 19 heures. Mais globalement, on n'a pas un emploi du temps surchargé. Et on a tous nos jeudis après-midi de libre, ce qui est quand même assez agréable, on va le dire. Et pour donner un exemple concret, si je prends une journée type qui pouvait être la mienne, j'avais mes cours donc le matin et l'après-midi. Le midi, je prenais mon repas soit aux rues ou à la cafétéria qui sont tous les deux sur le campus, selon le temps que j'avais et mes envies. Et puis le soir, après mes cours, je pouvais aller à mes assos. Donc, par exemple, une réunion à Expo, mon entraînement Pompim, je faisais des sorties théâtre avec l'Association des Arts, ça pouvait être un peu de tout. Donc, je m'ennuyais pas, on va dire. Ensuite, je bossais si besoin était, sachant qu'en étant organisée, ça n'a rien à voir avec la prépa, évidemment. Enfin, on a du temps libre, quoi. Et on travaille aussi, hein. Oui, on travaille aussi, c'est pour ça. Mais c'est face à la prépa, c'est pas pareil quand même. Et puis après, je mangeais au foyer ou chez moi selon mes envies. Et puis voilà, ça fait une journée type. Je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Sinon, on nous a demandé aussi donc, le salaire moyen en sortie. Est-ce qu'il y a le logement garanti pour tous les 1A et les différents frais qu'il pouvait y avoir. Pour le salaire moyen, il est de 43 600 euros, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? À peu près. 44, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Le logement pour les premières années, oui, tout le monde en a un, enfin tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Et ça va du type A, donc c'est-à-dire environ 14 mètres carrés, au T1, duplex, studio, tout ça. Et donc par exemple, pour un T1, c'est 360 euros sans les APL. Donc après, avec les APL, si vous en avez, ça diminue. Pour les frais de scolarité, c'est 2800 euros et exonéré pour les boursiers. Et puis pour les assos, donc il y a 3 principales assos pour lesquels on peut adhérer. Donc le BDE, le bureau des élèves, le bureau des sports et le bureau des arts. 45 euros pour le bureau des élèves, 40 pour le bureau des sports et 15 pour le bureau des arts. Et ça permet en fait d'avoir accès à tous les clubs de l'école. Voilà. Et peut-être pour compléter, il y avait une question sur les frais de scolarité. Donc on est à 2800 euros de frais de scolarité. Et voilà, comme dans la plupart des écoles françaises, les boursiers sont exonérés de ces frais de scolarité. Voilà, donc ça c'était pour reprendre un petit peu la question. Bon, de toute façon, si dans les réponses qu'on vous donne, vous souhaitez des précisions, vous
nous lancer une question, quoi. Hein. Vous pouvez écrire, c'est ça. Je me tourne vers mes acolytes là, qui organisent et qui connaissent mieux que moi, en fait. Donc, ce que je propose, c'est de passer à une autre question qui avait été posée, qui était quelle est la différence entre la filière d'expertise et le domaine d'application en 3e année. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, finalement, du cursus. Donc, avant d'arriver sur cette question-là, je vais reprendre de manière générale. Donc, en fait, sur la première année et sur la 2e année, le cursus est décomposé en 2 semestres. Il y a un premier semestre qui est un semestre de tronc commun et un 2e semestre qui est composé d'enseignements électifs et de projets. Voilà. Donc, on trouve à peu près les projets sont de nature différente en première et en 2e année, mais globalement, la structure, c'est celle-là. Sur les cours de tronc commun que l'on a en première et en 2e année, donc là, vous allez avoir 7 grandes disciplines. Vous allez trouver tout ce qui est mécanique générale, structure et matériaux, aérodynamique, informatique, signaux systèmes, physique et mathématiques appliquées. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est un spectre de tronc commun scientifique qui est relativement large et qui nous permet d'asseoir le fait que nous sommes effectivement une formation généraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant qui est passionné d'informatique mais qui ne veut pas faire de mécanique, eh bien, il va quand même falloir qu'il suive les cours de mécanique et en plus qu'il les valide. Voilà. Hein? Bon, et à l'inverse, celui qui n'aime pas l'informatique, eh bien, il fera quand même un peu d'informatique. Et ce tronc commun-là scientifique, il est construit comme ça parce que le secteur aéronautique et spatial est un secteur qui, par essence même, est lui-même généraliste, puisqu'on conçoit bien, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'un avion, un lanceur, un satellite, eh bien, ça nécessite des compétences en informatique, en mécanique, en propulsion. Donc, il y a besoin de diplômés qui aient des compétences minimales dans l'ensemble de ces disciplines-là. Sur les 2e semestres, là, on est donc sur un espace d'électif. Ça permet de venir tester des choses, venir voir s'il y a des disciplines qui nous intéressent ou qui vous intéressent plus que d'autres. Et donc, on fait la spécialisation en 3e année. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi une différence notable avec un certain nombre d'écoles, puisque pas mal d'écoles se spécialisent dès la 2e année. D'accord ? Donc, nous, c'est en 3e année. Et en 3e année, donc, on a une formation, c'est un peu ce qu'on appelle une formation en T. C'est-à-dire qu'en fait, on a un domaine d'application qui donne une formation transverse. Donc, on va avoir un domaine autour de la conception des aéronefs, la conception des systèmes spatiaux. Donc là, on est vraiment dans le cœur de métier. Mais on a aussi un domaine sur l'énergie, l'environnement et le transport, un domaine sur les systèmes autonomes, un domaine sur la neuroergonomie et l'intelligence artificielle, et un domaine sur la modélisation et la simulation des systèmes complexes. Donc, vous voyez, déjà, rien qu'en regardant l'ensemble de ces domaines, vous voyez qu'il n'y a pas que des domaines tournés vers l'aérospace. Donc, l'étudiant arrive en 3e année, il choisit un domaine, donc qui donne une coloration un peu transverse autour du domaine en question, et ensuite, il va choisir une filière d'expertise. Et les filières sont plutôt disciplinaires. Donc, on va avoir une filière autour de l'informatique et des télécoms, une filière autour des signaux et systèmes, donc tout ce qui est automatique et traitement du signal, une filière autour de l'aérodynamique, dynamique des fluides, une filière autour des structures et matériaux, une filière autour de la science des données et une filière autour de l'observation de la Terre et sciences de l'univers. Donc, par exemple, l'étudiant qui est un passionné d'informatique, mais qui est aussi passionné d'espace, il va prendre le domaine espace et la filière informatique. Mais celui qui est passionné d'informatique et qui est passionné de système autonome, eh bien, il va prendre le domaine système autonome et la filière informatique. Et donc, toutes les filières se connectent à tous les domaines, toutes les combinaisons sont possibles et surtout, l'étudiant fait son choix avant de rentrer en 3e année. Ça veut dire qu'on lui laisse encore 2 ans pour finalement mûrir, réfléchir quelles sont les disciplines et qu'est-ce qui va l'intéresser par rapport à des expériences qu'il aurait fait par ailleurs. Et encore une fois, vous voyez qu'arrivé sur cette 3e année, vous pouvez vous spécialiser dans des disciplines de l'avionique, informatique, télécom, comme à Télécom Paris, mais vous pouvez aussi vous spécialiser en structure et matériaux, en dynamique des fluides, comme au pont, par exemple. D'accord ? Donc, vous avez à l'école, finalement, la possibilité d'embrasser la quasi-totalité des disciplines. On ne fait pas de chimie, on ne fait pas de biologie. Voilà, ça, ce sont des filières, effectivement, qui ne sont pas présentes au sein de l'école. Vous voyez qu'on en a quand même pas mal d'autres. Voilà, je ne sais pas si par rapport à ça, alors bon, c'est vrai que toi, Pauline, tu finis ta première année, donc tu es un petit peu loin, tu es un peu loin de ça, donc. Ouais.
Bon, peut-être on peut passer à l'autre question. Ouais, ça marche. Alors, on a eu aussi des questions pour savoir est-ce qu'il y aura un Way cette année, un programme d'intégration qui est prévu, etc. Alors, je fais moi-même partie du bureau de l'intégration qui organise l'intégration par les élèves pour les élèves. Et a priori, pour le moment, on a bien un Way, une pré-intégration, une intégration comme habituellement, avec bien entendu des mesures qui sont prises pour faire face à la crise actuelle. Et si jamais bah, le gouvernement prend de nouvelles décisions, bah, on s'adaptera à ce que le gouvernement nous demande. Concernant l'intégration en elle-même, bon, bah, moi je l'ai vécu l'an dernier, bon, je l'ai trouvé génial, mais il faut savoir que l'avantage à Super Hero, c'est qu'elle se fait en 2 temps en parallèle. Il y a une intégration classique, donc celle dont je vous parlais juste là, faite par les élèves, donc des activités, des jeux, des soirées, des rencontres qu'on retrouve dans la plupart des écoles. Mais il y a aussi une intégration qui est faite par l'administration. Bon, je ne veux pas trop en dire pour garder le plaisir de la découverte, mais c'est une intégration qui est vraiment intéressante parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont très différentes les unes des autres, avec pas toujours les mêmes groupes de personnes, ce qui permet de bah, à la fois rencontrer plein de gens, pas toujours les mêmes, et déjà de se faire des potes en fait pour toute l'année. Donc franchement, l'intéressant. Ouais, pour rebondir effectivement sur ce que vient de dire Pauline, hein, puisque c'est un vrai sujet dans beaucoup d'écoles, cette question de l'intégration. Donc, nous, on a fait le choix de s'organiser pour accueillir, recevoir sur le campus les élèves, que ce soit les primo-entrants ou les élèves qui vont arriver en 2e et en 3e année. Donc, voilà, on s'organise avec les mesures sanitaires qui sont celles connues aujourd'hui et on s'adaptera bien évidemment si d'autres mesures devaient s'imposer à nous. Mais en tout cas, on a la volonté d'accueillir les étudiants sur le campus parce qu'en fait, il y a une formation, ça n'est pas, on est convaincu, hein, qu'une formation, ça n'est pas que la juxtaposition de quelques cours. Voilà, ça n'est pas, je fais un cours de maths, je fais un cours de physique, je fais un cours de structure et c'est super, j'ai une formation. Une formation, c'est un ensemble, c'est des échanges, c'est une humeur, c'est un campus et c'est tout ça que l'on veut faire vivre aux étudiants que l'on accueille chez nous. Et on a bien vu l'impact que ça pouvait avoir sur cette période de confinement. Donc voilà, donc nous, on a prévu, on espère et on est optimiste. On veut accueillir les étudiants et on espère pouvoir leur faire vivre une intégration comme elle se fait depuis de nombreuses années à l'école. Je ne sais pas si on essaye de prendre des questions là, pour voir si peut-être il y a des questions qui ont rebondi sur. Alors, pour les internationaux, est-ce que c'est la même chose? Alors, est-ce que c'est la même chose pour les internationaux en termes de frais? Alors, les non-européens, les frais de scolarité sont plus élevés puisqu'ils s'élèvent à 4 800 €, sauf erreur de ma part. Hein, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et pour les Européens, c'est les mêmes frais que pour les étudiants français. Et pour le logement, par contre, c'est la même chose. Ce sont les mêmes tarifs et les associations. Voilà. Ouais, vas-y, oui. Et les associations, il me semble aussi, à part peut-être le bureau des élèves, à voir, parce qu'il y a peut-être certaines parties du bureau des élèves qui sont un peu particulières, mais sinon, c'est le même tarif que pour les entrants en France. Voilà. Et donc, pour information, sur le cycle, alors, peut-être quelques mots en termes d'effectifs. Hein. En première année, on a une promotion qui est de l'ordre de 210 étudiants à peu près, à la louche. Majoritairement recrutés sur le concours Minton, plus quelques recrutements d'étudiants universitaires passés par les universités françaises ou internationales. Et après, par contre, en 2e année, on a beaucoup d'étudiants internationaux qui nous rejoignent dans le cadre d'accords de double diplôme. D'accord. Voilà. On regarde s'il y en a une autre. Alors, bonjour, est-ce que vous pensez que... Ah voilà, oui, on va prendre celle-là. Là. Voilà. Est-ce que vous pensez que le fait que l'admission ne se base que sur les écrits changera le rat moyen des admis ou voilà, des admis? En fait, c'est une vraie interrogation qu'on a. C'est de se dire finalement quel va être le profil des étudiants que l'on va recruter cette année, sachant qu'on n'aura pas eu les euros. Alors, c'est pas tant le rang moyen qui va changer, à mon avis. C'est le type de population que l'on va rentrer. Je vais
prendre un exemple très concret, on a fait des études et en règle générale, les jeunes filles regagnent des places aux oraux. Et donc, malheureusement, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais on pourrait peut-être avoir une baisse du nombre de jeunes filles qui intègrent parce qu'il n'y aura pas eu les oraux. D'accord? Donc voilà, c'est plutôt ce genre de choses. C'est plutôt le type, j'ai plutôt envie de dire que le type de profil que l'on va intégrer va peut-être changer parce qu'il n'y aura pas eu les oraux comme moyen de sélection. Après, sur le rang moyen des admis, ça, je pense pas, il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement les choses. Je sais pas, Pauline, si tu... Est-ce que toi, tu avais gagné... Est-ce que toi, tu avais gagné des places à l'issue des oraux? Je sais pas. Oh là, je sais pas. Je crois pas en plus, moi. Je crois que moi, c'était l'inverse. Enfin, c'est kiff-kiff à peu près, je pense, pour moi. C'est kiff-kiff. Ouais. En tout cas, quand on fait des études statistiques avant les oraux, après les oraux, c'est relativement net, en tout cas, sur le concours de l'X et sur le concours Minton. Alors, il se trouve que l'X a maintenu ses oraux cette année, mais tous les autres concours, malheureusement, n'ont pas pu les maintenir. Voilà. Alors, je vais peut-être rapidement, quid des étudiants qui viennent pour faire un master spécialisé. Voilà, alors, dans la question quid des étudiants, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Pour les masters spécialisés, ce qui a été décidé, en fait, c'est qu'on a décalé les rentrées d'un mois. Donc, au lieu de faire les rentrées sur les masters spécialisés au début septembre, ça se passera début octobre. Alors, pourquoi il y a eu ce décalage-là? Pour permettre à des étudiants internationaux éventuellement de rejoindre le campus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a bien vu avec nos propres étudiants en troisième année que certains stages de fin d'études ont été décalés du fait du confinement. Et donc, il y a un certain nombre d'étudiants qui vont terminer leur cursus de Bac plus 5, M2 ou ingénieur un petit peu plus tard. Et donc, l'intégration, pour faciliter cette intégration dans nos formations, on a décalé l'entrée d'un an. Après, voilà, sur les masters spécialisés, les tarifs n'ont rien à voir avec les tarifs que je viens d'annoncer sur le cycle ingénieur. Donc ça, je ne les connais pas parfaitement. Ça dépend effectivement aussi de si votre master spécialisé est financé par votre entreprise ou si vous le financez directement. Voilà. Mais là, je vous renvoie sur le site de l'école où il y a des pages sur les masters et masters spécialisés avec toutes les informations nécessaires. Ouais, on essaye de prendre... D'accord. Alors, est-ce possible, on va prendre la césure peut-être, parce que c'est des... Voilà. Est-ce possible et sous quelles conditions de faire une année de césure? Alors, c'est possible de faire une année de césure. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une incitation de l'école, d'accord? Mais c'est possible. Et il se trouve effectivement que pas mal de nos étudiants font des années de césure. Alors, sur les années de césure, en fait, il y a plusieurs types de projets finalement. Donc, il y a des étudiants qui font des stages pendant leur année de césure. Alors, ils font 2 stages, un stage en France, un stage à l'étranger. Il y en a qui disent, je vais faire un stage dans un labo de recherche et un stage en entreprise. Voilà, c'est pour eux l'occasion d'aller expérimenter un petit peu le monde professionnel au sens large pour ensuite affiner leur projet et en particulier, je rebondis là-dessus, venir affiner le choix de domaine ou de filière qu'ils vont choisir. On a des étudiants qui, en courant de deuxième année, se disent j'aimerais bien faire ça, et puis ils partent en césure, et pendant leur année de césure, finalement, ils se disent j'étais pas plus tard qu'il y a quelques minutes avec une étudiante qui est justement en césure, et avec qui je discutais, parce qu'elle avait fait un choix de filière, mais là, elle était en train de faire un autre stage, et elle se disait que finalement, ce qui l'intéressait, c'était plutôt les structures et matériaux, plus que... en l'occurrence, le génie industriel. D'accord? Mais on a aussi des étudiants qui, pendant cette année de césure, font le choix de faire une formation académique complémentaire. Donc, on a des étudiants, par exemple, qui font des masters, un master en droit et télécommunications spatiales à Paris. Donc, ils font 2 ans à Supaéro, 1 an le master, et après, ils viennent finir leur 3e année. D'accord?
Et puis, on a quelques étudiants qui, pendant leur année de césure, font un mix entre un stage et un projet personnel. Voilà, il y a des étudiants qui ont toujours rêvé d'aller faire le tour de, je sais pas, de l'Asie en vélo, ou voilà, de gravir je ne sais pas quel mont. Et donc, ils utilisent 6 mois pour faire un projet personnel. Je peux prendre quelques exemples. Donc, il y a quelques années de ça, on avait 2 étudiants qui étaient partis pendant 6 mois moniteurs de ski au Canada. On en a un qui avait fait une école de jazz à Londres. Il était musicien, il avait arrêté un petit peu sa passion pendant la classe préparatoire et après il a fait ça. On en a un qui a fait de la danse à New York. Donc lui, c'était un danseur. Et bon, voilà. Donc on a même un étudiant qui est sorti cette année, je crois, qui lui, en fait, était passionné d'audiovisuel. Et en fait, pendant son année de césure, il a créé sa structure et il a fait des prestations de services pour faire des montages vidéo. Et d'ailleurs, il a continué à travailler sur sa structure en faisant sa 3e année chez nous. Et il a d'ailleurs fait, si je me tourne vers la com, des petits montages pour l'école et pour le service de l'école. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités sur les césures. J'insiste sur le fait que ce n'est pas obligatoire. On n'incite pas les étudiants à le faire. Maintenant, s'ils le souhaitent, on les accompagne. Et ça doit correspondre à un projet et une envie qui est réellement l'envie et le projet de l'étudiant. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu envisages, toi, d'ailleurs? Alors moi, je veux faire une césure, du coup, et moi, j'aimerais bien faire un double diplôme. Alors, soit avec Sciences Po Paris ou HEC Paris. D'accord. Je ne sais pas, enfin, on est en plein dans les choix, donc c'est encore la grande hésitation. Ouais. Mais ouais, moi, pendant ma césure, j'aimerais bien faire un double diplôme. D'accord. Alors peut-être ça va, je vais rebondir sur ce que vient de dire Pauline, parce que c'était une des questions là. Est-ce que vous avez des partenariats avec des écoles de commerce? Alors je crois que même le mot prestigieux était écrit. Donc on a un partenariat, elle vient de le signaler, hein, Pauline. On a un partenariat de double diplôme avec HEC. Donc nos étudiants peuvent aller faire le double diplôme HEC et on accueille également des étudiants d'HEC qui viennent faire le double diplôme chez nous. Cette année, on a 12 ou 13 étudiants de super-héros qui vont partir faire le double diplôme HEC. Donc cette année, on en a pas mal. En moyenne, on était plutôt sur 6-7. Cette année, c'est pas mal. Et sachant que de toute façon, parce qu'on peut toujours se poser la question sur ces doubles diplômes, voilà, il y en a 13 ou 14. Est-ce qu'ils étaient 100 à candidater? Non, ils n'étaient pas 100. Là, pour cette année, il devait être à peu près une vingtaine. Et il y en a 14 qui ont été pris. Alors, le double diplôme avec HEC, il est assez particulier, il est assez lourd, puisque c'est les 3 ans de super-héros plus 2 ans HEC. D'accord? Donc, ça, c'est pour le double diplôme HEC. Et on a ici, effectivement aussi un double diplôme avec Sciences Po Paris. Donc là, pour le double diplôme avec Sciences Po Paris, on a, pareil, on doit être à une grosse dizaine d'étudiants qui ont été admis à Sciences Po Paris pour la rentrée prochaine. Et on accueille à la rentrée de septembre 9 étudiants de Sciences Po Paris qui viendront chez nous. Alors, comment ça se passe pour ce double diplôme? Les étudiants de Sciences Po Paris arrivent chez nous à l'issue d'un M1 à Sciences Po. Donc, ils ont un bac plus 4 et ils arrivent en 2e année. Ils font 2e année, 3e année chez nous. Bon, on leur fait une petite remise à niveau, hein, vous en doutez. Et après, pour nos étudiants, ils font 2 ans à super-héros, 1re et 2e année. Et ensuite, ils vont faire 1 an à Sciences Po Paris, le M1 de Sciences Po Paris, puis reviennent faire la 3e année à super-héros. Et à ce moment-là, ils ont et le diplôme de master de Sciences Po Paris et le diplôme de super-héros. On a aussi, pour rester un petit peu dans le même champ, on a aussi un partenariat avec la Toulouse School of Economics à Toulouse, comme son nom l'indique, et la Toulouse School of Management. Et pour rebondir sur l'année de césure de tout à l'heure, en fait, on a aussi des étudiants qui candidatent spontanément à des formations en économie ou en business à l'étranger. Donc, on a régulièrement des étudiants qui vont à la London School of Economics ou à la London Business School. Voilà, donc avoir ce profil de double compétence, je vais dire au sens large, ingénieur-manager, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et on a régulièrement des diplômés qui ont effectivement cette double casquette. Voilà.
Et toi, Pauline, juste pour rebondir là-dessus, j'en profite, hein, comme ça. Toi, quand tu es rentrée dans l'école, tu envisageais ça ou c'est quelque chose que tu as mûri sur ta première année? Euh, alors, quand je suis rentrée dans l'école, en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire en rentrant dans l'école, du coup. Et bah, l'aérospatiale, ça me donnait un peu envie, mais j'y connaissais rien du tout. Et je savais que j'avais un petit penchant pour tout ce qui était économie, tout ça, mais comme j'en avais jamais fait, j'étais pas sûre. Et au fur et à mesure de l'année, bah, je me suis renseignée, j'ai bien aimé les cours qu'on a eus et je me suis dit que bah, c'était l'occasion. D'accord. Ok. C'est intéressant parce que ça permet aussi d'illustrer le fait que, voilà, on vous accompagne et on vous laisse le temps sur cette première année, voilà, de réfléchir, de discuter, de mûrir pour construire un projet finalement qui vous correspond et quelque part qui est un peu unique. Quand on regarde le profil des diplômés que l'on sort, alors certes, tout le monde a fait le tronc commun, d'accord. Mais après, entre ceux qui ont fait des doubles diplômes, des césures, pas de césure, tel domaine, telle filière, tel cours électif, etc., on a vraiment des parcours qui sont un peu à la carte, mais avec ce socle scientifique qui est là et qui est commun à tous, et qui permet encore une fois, finalement, j'ai envie de dire, de sortir des diplômés épanouis, contents de leur séjour chez nous, et finalement qui ont réussi à mettre en place un cursus et un projet qui leur correspond. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et pour moi, et pour nous, finalement, une formation, c'est ça. C'est aussi ça. Ça n'est pas que des cours de maths ou des cours de physique. C'est aussi accompagner alors, de très jeunes adultes qui arrivent à l'école, d'accord, vers, voilà, de vrais adultes, entre guillemets, à la sortie de l'école au bout de 3 ou 4 ans, selon ce que vous avez fait. On appuie? Alors, comment se passe la sélection pour les doubles diplômes? Est-elle drastique? Alors, effectivement, ça, c'est un sujet parce que on peut se retrouver avec des écoles qui annoncent beaucoup de possibilités et finalement se rendre compte que finalement, quand on veut partir faire une substitution ou un cursus à droite à gauche, on a 1% de chance de le faire. Alors, Pauline, elle n'a pas encore passé ce cap de la sélection. Donc, pour répondre à cette question, en fait, ça va dépendre des universités. Par exemple, si vous voulez candidater sur des doubles diplômes à l'international, du style à l'international et en particulier aux États-Unis, Stanford, Berkeley, MIT, c'est clair, il ne faut pas se voiler la face, que là, on est sur des processus de sélection qui sont relativement drastiques. D'accord ? Et processus de sélection de notre côté, mais surtout du côté de ces universités-là. D'accord ? Donc nous, quand on bloque certains dossiers au niveau de l'école, c'est parce qu'on sait que le dossier n'a aucune chance d'être pris de l'autre côté. Et monter des dossiers pour des candidatures à l'international, c'est très lourd pour les étudiants, mais c'est aussi très lourd pour l'école parce qu'on met un point d'honneur à accompagner nos élèves à monter les dossiers, puisqu'à partir du moment où on dit oui à un élève pour monter un dossier, nous, notre objectif, c'est qu'il soit pris. D'accord ? Donc, pour les universités américaines, oui, c'est compliqué, oui, c'est assez difficile. Et après, ben, voilà, il y a des universités avec lesquelles on a des partenariats très serrés et pour lesquelles, à partir du moment où nous, on a sélectionné, généralement, l'étudiant est pris. D'accord ? Et notre objectif à nous, dans la mesure du possible, c'est de laisser partir le maximum d'étudiants qui souhaitent faire un cursus à l'international, un cursus académique à l'international. Alors, ça peut être dans le cadre d'un double diplôme ou ça peut être dans le cadre d'une substitution d'un semestre, puisque les étudiants ont la possibilité de substituer le deuxième semestre de la deuxième année à l'étranger. D'accord ? Et donc, voilà, notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'étudiants qui partent. Et sur la substitution du deuxième semestre à l'étranger, on est en direct et en décalé, on est à presque 130 ou 140 étudiants qui vont faire une substitution, d'accord, pour rapporter à quelque chose comme 200 élèves qui sont rentrés en première année, d'accord. Donc, vous voyez que c'est quand même important. Si je prends le double diplôme Sciences Po, je parle de mémoire, hein, mais en gros, on devait être à une vingtaine de candidats,
d'étudiants à Super-Héros qui ont dit ben, moi, j'ai envie de faire le double diplôme. Et il y en a une dizaine qui ont été pris par Sciences Po. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas. Il y a une place pour 200 élèves. D'accord? Donc, suivant les destinations, ça peut être assez sélectif. D'accord? Mais en règle générale, l'étudiant qui est vraiment motivé par un double diplôme ou par un cursus particulier, si vraiment il est motivé, j'aurais tendance à dire que dans plus de 90% des cas, il arrive à avoir ce qu'il veut. Voilà. Alors, donc ça on l'a déjà fait celle-là de question. Est-ce que les doubles diplômes aux États-Unis nécessitent de payer l'université étrangère? Ouais. Je vais prendre cette question comme ça fait le lien. Bon, là, c'est un peu moi, je suis désolée, c'est un peu moi qui réponds parce que je pense que tu n'as pas forcément les éléments, Pauline. Voilà. Ah non, je ne suis pas aux États-Unis, donc... Bon, voilà. Alors, ça dépend là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des universités américaines avec lesquelles on a des partenariats de réciprocité et donc où les étudiants paient les frais d'inscription chez nous et ne les paient pas aux États-Unis. Et il y a des universités où ce n'est pas le cas et dont l'étudiant paie dans l'université étrangère. D'accord? Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Ce qu'il faut savoir quand même sur les universités américaines, c'est qu'en règle générale, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à avoir ce qu'on appelle des assistantships. C'est-à-dire, en fait, c'est un job, en fait, d'assistant d'un prof, d'accord? Soit sur la formation, soit sur la recherche. Et à partir du moment où ils sont sélectionnés sur ce type de job, ils sont rémunérés et ils ne paient pas de frais de scolarité. D'accord? Et quand on regarde dans le détail, il y a quand même pas mal d'étudiants qui arrivent à avoir ce genre de choses et qui finalement ne paient pas les frais dans les universités américaines. On met en place aussi, on a une fondation et une amicale qui mettent aussi en place des bourses pour aider les étudiants qui partent dans ces universités-là. D'accord? Donc ça, c'était pour les États-Unis. Et pour les universités, les autres universités des autres pays, en règle générale, on a des accords et les étudiants paient les frais de scolarité chez nous et ne paient pas dans l'université d'accueil. Voilà. En règle générale, on est sur ce mode de fonctionnement-là. Voilà. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, il y avait peut-être, je vais prendre la question sur les apprentis. Voilà, pour les étudiants admis sur la nouvelle formation par apprentissage, est-ce que nous ferons aussi partie des événements? Alors, des événements. C'était quoi? Des événements d'intégration. Alors, c'est un peu particulier parce que les rentrées ne se font pas en même temps. C'est-à-dire que les apprentis. Alors, pour que tout le monde soit un peu au jus, en fait, on ouvre à la rentrée une formation d'ingénieur par apprentissage, d'accord, en propre à l'école, qui va accueillir 30 apprentis et sur un mode de recrutement qui n'a rien à voir avec le mode de recrutement sur le concours Minpon. D'accord? Donc, ce sont des profils d'étudiants. On a visé des profils d'étudiants plutôt passés par des IUT, des BTS et éventuellement l'université, mais pas les étudiants passés par les classes préparatoires. C'était pas la cible. D'accord? C'est un diplôme. C'est pas le diplôme. Il y a le diplôme d'ingénieur ISAE Super-Héros qui est un diplôme généraliste. Et là, la formation par apprentissage, c'est une formation ingénieur de l'école, spécialisée dans le génie industriel et tout ce qui est industrialisation et méthode. D'accord? Donc ça, c'est pour juste donner un petit peu le contexte pour ceux qui nous écoutent. Et donc, sur la question de l'intégration, les apprentis nous rejoignent à la mi-septembre. Mi-octobre même? Ah oui, mi-octobre chez nous, parce qu'en fait, ils démarrent par une période en entreprise, alors que les étudiants sur le cursus sous statut étudiant nous rejoindront fin août, début septembre. D'accord? Bon, par contre, il y aura à un moment donné des événements qui permettront aux étudiants par apprentissage, aux apprentis plutôt, de s'intégrer, et en particulier au club de l'école. Mais ça ne se fera pas en même temps parce que de toute façon, les calendriers ne correspondent pas. Voilà. Et si je oui, peux ajouter un truc. Oui, bien sûr.
les apprentis, c'est comme pour les masters, etc. Enfin, les clubs, comme les soirées, les événements, etc., ils sont ouverts à tous les élèves. Donc, même s'ils ne sont pas là sur la formation, enfin, sur la période d'intégration en septembre, parce qu'ils ne peuvent pas être présents, sur la suite, il n'y aura pas de problème pour s'intégrer aux autres événements. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Alors, donc les écoles de commerce, on en a parlé. Hein? Alors oui. Tiens, hein, je vais te la redonner. À Supaéro, a-t-on le temps de profiter de sa vie d'étudiant, contrairement à la prépa? Tu l'as un peu Bah, évoqué, mais je l'ai un peu dit au début, mais enfin, la prépa, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais c'est beaucoup de travail et c'est se consacrer quasiment à 100% à ça. Et, et en école, enfin, à Super Héros en particulier, il suffit de un peu d'organisation et on peut concilier les cours, la vie associative, la vie étudiante, tout ça. Et après, faut juste savoir se gérer soi-même pour tout ce qui est sommeil, fatigue, etc. Mais en soi, vraiment, ça n'a rien à voir avec la prépa. Enfin, moi, je sens une grosse différence tout en continuant quand même à travailler et à faire tout ce que j'aime quoi maintenant en plus. oui, je pense que il y a une vraie différence avec le rythme prépa. En même temps, comme vient de le dire Pauline, en fait, il faut être capable de se gérer. Et la plus grosse difficulté, je pense, pour les étudiants Oui, qui sortent de prépa, c'est de se retrouver face à cette liberté. Et donc, qui dit liberté, dit capacité à gérer cette liberté. Donc, oui, régulièrement, on a quelques étudiants qui sont dans 15 clubs, qui font 15 sports, qui dorment presque pas et qui, à un moment donné, voilà, craquent un petit peu et enfin craquent. Ils se sentent bien, mais les notes ne sont pas là, quoi. oui. Voilà. Donc, il y a ça à gérer, mais j'aurais tendance à dire c'est l'apprentissage de la vie aussi, quoi. Ah, c'est ça, je pense. Au début, c'est surtout au début, il y a un petit temps d'adaptation parce qu'on arrive et puis tout fait envie. Enfin, je sais que je suis Ouais, arrivée, je me suis dit, je peux faire 15 000 clubs et au final, j'en faisais beaucoup quand même, mais on peut pas tout faire, c'est clair, et il faut juste faire les choix qui nous conviennent le plus, quoi. ouais. Ok. Alors après, ah oui, il y a une question sur la formation est-elle reconnue à l'étranger? Tu aurais envie de dire quelque chose, toi, là-dessus, Pauline J'aurais envie de dire oui au vu de déjà toutes les actions qu'il y a. Après, j'avoue que je suis pas hyper renseignée là-dessus, donc je Ouais. préfère laisser la. Alors après, voilà, c'est toujours difficile de répondre de manière exhaustive à ce type de questions, mais en fait, je ne sais pas si, donc pour ceux qui sont connectés là, on a fait on a fait un certain nombre de vidéos, de témoignages de jeunes diplômés. Et alors, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, celle-là de vidéo, celle de Julie. Non, voilà. Mais donc, je vous invite, elles seront en ligne sur notre site et puis elles circulent sur les réseaux sociaux. Vous verrez la vidéo d'une diplômée qui a un parcours vraiment très très particulier, hein, puisque elle a fait Supaéro, elle avait fait une année de césure un peu particulière. Après Supaéro, elle a travaillé à la NASA pendant 3 ans, puis elle est allée faire une thèse à Oxford en robotique, hein, et maintenant qu'elle est docteur d'Oxford, elle est en train de faire un cursus de médecine à Oxford. Et vous verrez dans sa vidéo que justement, elle dit qu'en fait, elle a le sentiment que la formation, en tout cas quand elle était à la NASA et à Oxford, Supaéro, les gens connaissaient. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que c'est reconnu à l'étranger voilà. On pense que oui. Alors après, bien sûr, vous trouverez sûrement des gens à l'étranger qui ne connaissent pas, hein, mais voilà. Globalement, on pense que oui. Ok. Alors, peut-être on va prendre comment est abordée la question du développement durable dans le cursus. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Après, je compléterai. Enfin, moi, je peux commencer par ce qu'on fait déjà Ouais. nous. Ouais. Alors, dans le cursus, bon, déjà, dès l'intégration, on l'a vu, nous, en arrivant, il y a eu des choses qui ont été mises en place, comme une journée de développement durable. On a fait la fresque du climat, donc c'est pareil, c'est un peu déjà pour mettre en place toutes les idées que tout le monde n'a pas sur le développement durable et ce qui se passe sur l'environnement. Et, euh, et après, il y avait aussi cette année, je crois que ça avait été mis en place. Moi, j'ai participé à un de ces électifs, des électifs qui sont sur la transition énergétique, le rôle de l'ingénieur là-dedans. Et, et déjà, il y avait ça en première année pour nous. Après, le reste, je vous laisse, je vous laisse la. Ouais. Alors, tu aurais pu parler de Super Hero Foreurs aussi, quand même. Du Ah club oui, étudiant. l'association.
Ouais, il y a quand même une Et, association. ah oui, il y a une association donc, qui est au bureau des élèves, donc Super Hero Forward, comme on l'a dit. C'est une association qui met en place beaucoup d'actions. Donc, qui vont d'actions sur le campus, donc avec par exemple des produits, des paniers de légumes, de fruits, etc., locaux, bio ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi des actions avec d'autres écoles d'ingénieurs à plus grande échelle pour que ce soit sur le domaine. Beaucoup de choses sont mises en place par cette association pour Ah, faire évoluer le campus. hmm, Juste. oui. Donc, alors sur cette question-là, c'est évident qu'on pourrait lier un petit peu cette question à la question de la crise du secteur aérien. À l'occasion de cette crise-là, bien évidemment, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le sujet et qui finalement viennent pointer du doigt l'avion et le transport aérien qui serait le premier pollueur de toute activité. Bon, ce qui bien évidemment n'est pas le cas, mais bon, qui contribue indéniablement voilà, à cette problématique-là. Alors, on pourrait bien évidemment penser que finalement, on réagit un peu par opportunité en disant ah là là, tout le monde est en train de parler de développement durable, en particulier avec le secteur aérien, donc il faut qu'on aille là-dessus. Ben, en fait, on n'a pas attendu la crise et on n'a pas attendu qu'effectivement un certain nombre de personnes pointent ça du doigt pour agir. Alors, je voudrais par rapport à ça dire deux choses. Alors, j'ai plus la date exacte, mais ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'on a une chaire de mécénat avec Airbus sur l'éco-conception des avions. D'accord ? Donc, ça fait longtemps qu'Airbus s'interroge sur comment finalement améliorer sa flotte d'avions et Airbus travaille avec nous sur ce sujet-là. D'accord ? Donc, ça fait plus de 5 ans. La chaire a été renouvelée l'année dernière, sauf erreur de ma part. Donc, voilà. Donc, en recherche, on travaille sur le sujet depuis un moment. Après, dans la formation, c'est pareil. Ça fait 2-3 ans qu'on se dit que, bien évidemment, il faut intégrer cette dimension-là dans notre formation. Et donc, comme l'a dit Pauline, dès la rentrée 2019, donc l'année dernière, c'était bien avant la crise, on a organisé une journée dédiée au moment de l'intégration autour du développement durable. Et on a travaillé ce sujet de comment intégrer cette question-là dans notre cursus pendant toute l'année. Et donc, à la rentrée prochaine, on va encore accentuer les activités autour du développement durable dans la période d'intégration, mais on va aussi augmenter le nombre d'électifs sur le sujet. Il va y avoir en deuxième année, dans le tronc commun, un cours spécifique sur le développement durable. D'accord ? On va venir, il y a une semaine ski qui est organisée pour les premières années. Sur cette semaine ski, on va venir travailler autour d'ateliers, de débats sur cette question du développement durable. On va faire en sorte que la plupart des projets qui sont portés par les élèves au sein de leur cursus intègrent cette dimension-là. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on s'est emparé du sujet, qu'on est en train de l'intégrer dans le cursus, mais qu'encore une fois, ce n'est pas une question d'opportunité, ce n'est pas la crise qui nous a amené à faire ça. On avait déjà entamé cette question-là parce que, bien évidemment, que tout le monde dans ce secteur-là a anticipé ce problème-là et tout le monde n'a qu'une envie, c'est effectivement de maintenir un secteur aérien prospère et de qualité tout en respectant ces questions de développement durable. Donc, voilà, on est là-dessus et on va continuer à y être et on y est. L'école est convaincue de ça, mais on est aussi poussé par nos étudiants, en particulier l'association Super Hero Forward, dont on vient de parler, et par nos diplômés, puisqu'on a un certain nombre de diplômés aussi qui se sont montés en association ou qui travaillent dans ces secteurs-là et qui régulièrement viennent nous revoir en nous disant voilà, il faut faire quelque chose, je veux participer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc voilà, c'est un sujet qu'on va bien évidemment traiter. Voilà. Alors, ah oui. Et y a-t-il une sélection au moment des choix de spécialité option de troisième année? Alors, effectivement, ça, c'est un sujet. Alors, notre objectif, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais notre objectif, c'est vraiment permettre à l'étudiant de construire son projet. Et on va l'accompagner pour qu'il construise son projet.
Alors, vous comprenez bien que si on l'a accompagné pendant sa première année, sa deuxième année, éventuellement son année de césure pour construire son projet, quand on arrive en troisième année et qu'on lui dit, ben, c'est super, hein, tu as super bien construit ton projet, mais tu n'auras pas ta filière. Vous voyez qu'on n'est pas très cohérent si on arrive à ça. Donc, bien évidemment qu'on essaye de ne pas se trouver dans cette situation. Mais il faut être honnête, il peut arriver qu'on soit obligé de sélectionner. Tout simplement pour des questions, alors pour deux raisons. Des raisons logistiques. Imaginez qu'une année, tous les étudiants veuillent faire, je ne sais pas, structure et matériaux. Ben, il n'y a pas les salles, il n'y a pas les profs, il n'y a pas... Ça, c'est la première raison. Puis il y a une deuxième raison, c'est que le profil des diplômés que l'on forme doit répondre aux besoins du marché et des employeurs. D'accord ? Même si les frais de scolarité, voilà, à titre individuel, on peut trouver que 2 800 €, c'est beaucoup, c'est très peu par rapport à ce que coûte réellement la formation. D'accord ? Et la formation, elle est financée en grande partie par l'État français. D'accord ? Donc, c'est une formation publique. Et donc, on se doit de former des diplômés qui vont permettre de répondre aux besoins, là, je vais utiliser un grand mot, aux besoins de la nation. D'accord ? Donc, pour toutes ces raisons-là, il nous arrive, malheureusement, donc l'année dernière, ce n'était pas le cas. L'année dernière, quasiment tout le monde a eu son premier vœu. Cette année, on a un peu le boom de tout ce qui est big data, sciences des données. Et donc, il y a une petite vingtaine d'étudiants qui n'ont pas pu avoir leur premier vœu. D'accord ? Donc, après, comment on procède pour sélectionner ? Eh bien, bien évidemment, on est obligé de prendre en compte quand même les résultats académiques, en particulier de la deuxième année. Et puis après, on regarde un petit peu la motivation, ce qu'a fait l'étudiant à côté de sa formation, s'il a fait une année de césure, est-ce qu'il a déjà fait des stages là-dedans ou pas, voilà. Mais, voilà, je ne vais pas vous mentir, il peut arriver que malheureusement, on soit obligé de sélectionner les étudiants sur leur troisième année. Et croyez bien que c'est un crève-cœur pour tous ceux qui doivent faire l'exercice. Voilà. Donc, Pauline, elle entend comme ça aussi, quand elle arrivera en troisième année. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? D'accord. Ok. Alors, comment sont prévus, on va terminer peut-être, comment sont prévus les cours TD, etc. à la rentrée au niveau présentiel et distanciel ? Alors, je vais peut-être répondre là. Donc, en fait, c'est un peu, ça rejoint un petit peu la réponse qu'on a faite tout à l'heure sur la question de l'intégration et de la volonté que l'on a d'accueillir les étudiants sur le campus. Donc, nous, on prévoit de faire des cours en présentiel. D'accord ? Donc, alors, vous comprenez bien qu'en fait, les contraintes sanitaires, elles bougent en permanence et on ne sait pas exactement quelles seront les contraintes sanitaires à la rentrée. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on s'organise par rapport aux contraintes sanitaires connues à l'instant T. Donc, ce que l'on prévoit, en fait, c'est, en particulier sur la première année, d'accueillir l'ensemble des étudiants en cours. Alors, sur les amphis, il y a deux options. Aujourd'hui, il semblerait qu'avec port du masque, on puisse accueillir tous les étudiants dans l'amphi. D'accord ? Donc, soit ça, c'est une première option. Donc, c'est pas très agréable, mais les élèves suivent le cours avec un masque. Deuxième option, il n'y a pas de masque, il y a de la distanciation sociale. Et à ce moment-là, on ne pourra pas accueillir toute la promotion dans l'amphi. Et ce que l'on a prévu, c'est de pouvoir accueillir à la louche la moitié de la promotion en amphi et l'autre moitié suit le cours qui est retransmis. Alors ça, on n'a pas encore arrêté le dispositif, soit chacun dans sa chambre, soit éventuellement le reste de la promotion est réparti dans d'autres salles, d'accord ? Donc pour ne pas se retrouver seul à suivre le cours quand même, mais suivre le cours à distance, d'accord ? Et ensuite, on fait un roulement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes étudiants qui soient face aux profs et les étudiants qui soient face à un écran, d'accord ? Donc, en gros, on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'iFlex ou du comodal, c'est-à-dire moitié présentiel, donc des étudiants qui sont en présentiel et d'autres étudiants qui suivent le cours à distance, d'accord ? Et par contre, pour les TD, en tout cas pour la première année, c'est à peu près réglé. On sera en capacité de faire tous les TD en présentiel, d'accord, avec les contraintes sanitaires qui sont les contraintes actuelles. Après, si
si à la fin de l'année, les contraintes enfin, à la fin de l'été, les contraintes se durcissent, ben, on adaptera. Mais en tout cas, on est dans l'idée d'avoir des élèves en face des profs dans les salles de cours. Et ça vaut pour la première année, la deuxième année, la troisième année. Hein. Voilà, bon, je pense qu'on va, on va peut-être arrêter là. Alors, je vais dire un mot et puis après tu concluras, Pauline. Je te laisserai le dernier mot. D'accord? Ah, là, on a un petit problème de connexion avec Pauline, j'ai l'impression. Donc, voilà, c'est bon? Ouais, donc je disais, Pauline, que j'allais dire un petit mot de conclusion et après, je te laisse le dernier mot. Oui, plus que 5 minutes, on me dit là. Donc, juste pour dire que, d'abord, alors, je ne peux pas vous souhaiter bonne chance parce que de toute façon, les concours sont passés. Donc là, maintenant, tout est joué. Mais en fait, j'avais envie de vous féliciter puisque pour la majorité d'entre vous, vous êtes passés par les classes préparatoires, hein, puisque le gros du recrutement sur la première année, c'est le concours Minpon. Donc voilà, je voulais vous féliciter d'avoir choisi finalement cette voie, qui n'est pas la voie la plus facile, hein, qui est une voie exigeante. Pendant 2 ans, voilà, vous avez un programme assez chargé, assez exigeant. Vous avez fait le choix de passer par cette voie-là et de passer par les concours. Donc voilà, félicitations pour ça. Et finalement, quelle que soit l'école que vous aurez, voilà, vous n'aurez qu'à vous féliciter de la formation que vous avez reçue en classe préparatoire. Et je n'ai aucun doute sur le fait que voilà, vous arriverez à trouver votre chemin et vous ferez de belles études et une belle carrière derrière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, que ce soit chez nous ou ailleurs. Voilà. Pauline, si tu veux dire un mot. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il n'y a pas de son. On n'a pas de son. Ah, on ne t'entend pas. Je ne sais pas là. On ne t'entend pas. Ah ben voilà. C'est fini là? C'est Pauline qui s'est déconnectée ou on est encore connecté là? Ah, on me dit que je suis encore en direct. Bon. Bon, ben voilà. Donc, Pauline a eu un petit. Ça, ce sont les aléas du direct. Ah, on va essayer de reconnecter Pauline pour qu'elle vous dise un petit mot. Voilà. Après, voilà, je vous invite au moment de vos. C'est bon? Oui, c'est bon, désolée, j'ai eu un petit problème, mais voilà. c'est bon. Donc, je te laisse le mot. Ce que vous disiez à la fin. Voilà. Non, mais je ne sais pas si tu veux voilà, rajouter un petit mot ou peut-être. Moi, je voulais juste rebondir, vous féliciter aussi pour tout ce que vous avez fait. Et puis, si jamais pendant le live, quoi, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à aller voir sur la page candidat Isaïe Super Héros 2020 sur Facebook. Vous nous envoyez des messages et on répond au mieux. Et puis, si on a des questions, on peut vous contacter sans problème, je pense. Donc, n'hésitez pas et vous censurez pas sur vos choix, etc. C'est le plus important, je pense. Voilà. Oui, je pense que ça, c'est ce que vient de dire Pauline est important. Hein. N'hésitez pas à aller. Voilà, on a entre guillemets, on a mis le paquet là pour essayer de faire passer un maximum d'informations sur les sites, la plaquette alpha, alors qu'on ne peut pas vous envoyer, mais que vous pouvez consulter sur notre site. Donc voilà. Et puis, quand vous faites vos choix d'école, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder les programmes. Voilà, regardez les programmes. Voilà. Si entre des écoles du type Centrale, les Mines, les Ponts, l'Insta, Super-Héros, Télécom, on est sur des écoles qui se valent en termes d'opportunités et de réputation. Ce qui peut faire la différence, voilà, c'est le contenu des programmes et l'organisation du cursus au sein de ces écoles-là. Ce sont toutes de très belles écoles, bon, ou un peu plus, mais ce sont toutes de très belles écoles. Et voilà, quel que soit, je vous souhaite d'avoir le choix entre ces écoles-là. Voilà. On arrête là? Ouais? Oui, merci beaucoup. Bon, ben merci à tous et puis un bel été surtout. Hein, un bel été avec les masques, mais bon, un bel été quand même. Voilà. Été quand même. Merci. Au revoir. Au revoir.